La patate chaude du jour s'appelle Aquarius. Aquarius, c'est le nom de ce navire affrété par une ONG SOS Méditerranée qui repêche ou en tout cas récupère des migrants au large des côtes libyennes et qui a dû tourner dans la mer Méditerranée jusqu'à trouver un pays qui l'accueille, d'où le terme de patate chaude. Alors, dans cette émission éclairage, c'est l'occasion pour chacun de se positionner et peut-être de faire une rapide introspection. Est-ce que nous sommes comme une des députées de La République En Marche, Sonia Crimi, si je ne me trompe pas de nom, qui dit qu'il faut un amour inconditionnel des migrants? J'ai dit amour, non, c'est pas amour, c'est accueil inconditionnel des migrants, je m'enflamme. Ou bien est-ce qu'effectivement, je suis toujours d'après elle quelqu'un qui écoute la voix des réac, puisque c'est comme ça qu'elle a taxé son propre gouvernement. Pour en débattre aujourd'hui, une équipe pas tout à fait habituelle, puisque l'un de nos invités est remplacé au pied levé. Donc bonjour Cédric. Et bonjour. Voilà notre remplaçant. C'est le remplaçant. Non, on a dit qu'on ne parlait pas foot. Ouais, c'est voilà. J'étais pas sûr. Embrayé, mince alors. C'est tentant, c'est Carton clair. rouge. À sa droite, nous avons l'inénarrable Bernard. Oh là, merci, bonjour. On cherchera tout à l'heure ce que ça veut dire inénarrable, je m'en souviens plus. Et puis, salut Cédric. Et puis Marc, tout de suite à ma droite. Bonjour à tous Voilà. et à toutes. Bonjour. Bon, alors, sur l'Aquarius, premier tour de table, messieurs, avant qu'on rappelle certains faits, qu'on voit aussi qu'est-ce que cette polémique, hein, puisqu'en fait, ça a de nouveau pris la forme d'une polémique, veut dire sur les tendances médiatiques du moment, la manière de traiter l'information. Et on terminera aussi par, et au fait, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit sur l'accueil de l'étranger? C'est un sujet qui m'a un petit peu piqué comme ça, moi, quand j'ai préparé l'émission. Donc, premier tour de table, si je devais placer un curseur sur deux extrêmes par rapport à la réaction de l'auditeur, à la nôtre sur cette affaire, sur le fond de l'affaire, est-ce que vous êtes plutôt du genre tout à fait accueil inconditionnel des migrants, empathie? Moi je trouve ça scandaleux que l'Italie ait refusé que le bateau accoste. À l'inverse, à l'autre bout de l'échiquier, je sais que c'est pas tellement nuancé, mais c'est pour lancer l'émission. Je suis plutôt non, mais moi je trouve que c'est normal, il faut qu'il y ait des règles, j'en ai marre, et puis je sens qu'il y a des choses pas très catholiques, pardon, qui naissent en moi peut-être, quoi. Hein. C'est une expression, mon cher Marc. Pas très catholique. On reviendra peut-être dessus. Non mais cet affront ne peut pas rester impuni, je suis tout à fait d'accord avec toi Bernard. Donc on y va. Cédric, est-ce que tu veux peut-être commencer? Oui, disons que moi je suis plutôt, pour donner directement, mettre les pieds dans le plat, plutôt dans une idée d'accueil type inconditionnel. Okay. Après effectivement, qu'il y ait des choses techniques, voilà, des choses à mettre en place, une réflexion bien sûr. D'accord, très bien, merci, ça mérite de la concision. Bernard? J'ai le droit de dire la même chose. Sur ce curseur, le curseur est au même endroit tout à fait pour moi, avec quand même un côté réac par rapport à ce qui s'est passé en France, mais ça on y reviendra aussi. Par rapport à ce qui s'est passé en France, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Et Marc? Ma position est la même et je suis heureux de l'avoir, de cette position-là, parce que c'est tant la position du cœur que la position de la tête. Du cœur, on ne peut pas refuser de maintenir, en cas d'un danger extrême, de maintenir la vie à des personnes, quels qu'ils soient. Et puis deux, la tête, parce que la loi le dit, le socle de la loi européenne l'a dit, c'est ceux qui sont les plus près qui doivent pouvoir accueillir ceux qui sont en danger. Waouh! Alors, ça, et c'est moi, le droit maritime. Hein. Et alors moi, donc au terme du curseur, mes premières réactions sont plutôt à l'opposé des vôtres, messieurs. J'ai bien dit mes premières réactions. Hein, je peux me repentir s'il le faut, bien entendu. Moi, je suis plutôt tout de suite un petit peu assez factuel, assez fermé en fait, à vrai dire, et ça me fait poser pas mal de questions. Voilà. Bon, écoutez, tu vas pouvoir te convertir peu à peu au cours de l'émission, alors. Je vais m'arrêter là. La joute est lancée. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Bon, ok. Bon, finalement, je sais pas si j'ai bien fait de choisir ce sujet aujourd'hui. On peut peut-être rappeler quand même. Ouais, c'était un très très bon sujet et je trouve qu'il a le mérite. Merci beaucoup pour votre authenticité, messieurs. Je m'inclus aussi dans ce remerciement puisque je suis quand même. Un des objectifs de l'émission, c'est nous faire cheminer, nous qui participons, ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, qui nous regardent également, c'est de cheminer, et puis aussi avoir le courage peut-être de confronter ce qu'on pense peut-être naturellement, ce qu'on ressent naturellement, et puis aussi de faire un bout de chemin vers l'autre, sans forcément être dans un espèce de confusion en termes d'opinion, mais en tout cas que ce soit un minimum étayé, puisqu'il paraît que nous sommes de bonne foi.
dans cette émission. On y travaille. Hein. Ah oui. On y travaille, hein, tout à fait. Bon, voilà. Quels sont les faits que vous aimeriez rappeler juste d'abord les faits. Qu'on sache un petit peu quand même de quoi on parle. Moi, de cette affaire, si Bernard. je peux, donc c'est vrai que c'est pas les premiers réfugiés ou gens qui quittent leur pays et qui traversent la Méditerranée en Zodiac ou en bateau qui sont repêchés par SOS Méditerranée ou d'autres. En revanche, ce qui s'est passé là, c'est que alors le droit maritime stipule que si on a découpé en fait la Méditerranée en portions, et si tu es repêché dans telle portion, c'est le pays à qui appartient cette portion qui doit t'accueillir. Et c'était donc en Italie. Donc après, il y a eu cette partie avec Malte. Le bateau a été refusé à Malte aussi. Voilà, tu les prends, je les prends, tu les prends pas, je les prends pas. Voilà, c'est la patate chaude. Finalement, donc, l'Espagne décide de les accueillir. Alors deux choses, ça a généré pas mal de bisbilles entre la France et l'Italie. Le bateau a quand même passé une semaine en mer. Pendant qu'il était là, il n'y avait rien en zone pour repêcher. Alors, on ne peut pas savoir combien de personnes auraient pu être repêchées, puisqu'elles ne l'ont pas été. La zone où d'habitude l'Aquarius est en position pour repêcher les migrants. Et puis le petit clin d'œil, c'est que il a fallu 8 jours, mais le bateau est passé à 4 km des côtes françaises. De la Corse alors. À travers la Corse. Ah oui, la Corse, c'est la France. Hein. Eh oui. Non, c'est un autre sujet. Ça. Et les Corses avaient dit qu'ils étaient prêts à les accueillir. Ouais. Bon, on y reviendra en termes d'analyse. Juste quelques rappels des faits. Alors Bernard, merci beaucoup pour ton éclairage. Marc ? Quelques rappels des faits. Donc d'abord une situation qui est loin d'être nouvelle. Hein. Oui, tout à fait. Un peu de recul. Des centaines de milliers de personnes qui quittent les côtes africaines à partir de la Libye, avec aussi tout un trafic commercial derrière qui est scandaleux, mais qui quittent parce qu'ils ne peuvent plus vivre pour X raisons. Des raisons économiques, des raisons de guerre, etc. Ça, c'est la première situation, il faut toujours le rappeler. La deuxième, c'est des changements politiques. Changement politique en Italie, la droite dure passe et gouverne l'Italie, d'un seul coup un volte-face, c'est-à-dire que ce qui était jusqu'à maintenant finalement la caution de l'Europe, puisque tous ces réfugiés étaient arrivés en Italie, étaient accueillis en Italie, plus de 800 000. Plus de 800 000 migrants accueillis en Italie, pendant que le reste de l'Europe se battait pour se dire, une fois qu'ils sont en Italie, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les accueille chez nous ou pas ? Et la France, là-dessus, le moins qu'on puisse dire, n'est pas exemplaire en tant que telle. Et puis intéressant sur le plan politique, parce que si l'Espagne l'a accueilli, je ne suis pas sûr que le gouvernement de Rajoy, avant, aurait accueilli de la même manière. Là aussi, un changement politique, là à gauche, qui fait qu'il y a un accueil, et un accueil que l'on a pu voir dimanche, un accueil qui est « bienvenue, vous êtes chez vous ». Et puis, dernier point, effectivement, c'est que sur le droit maritime dont parlait Bernard, eh bien, après l'Italie, après Malte, le pays le plus proche de là où était l'Aquarius, c'était la France, c'était le sud de la Corse. Les Corses avaient dit « on est prêt à l'accueillir ». Le gouvernement français a dit « nous ne les accueillerons pas parce que c'est à l'Italie de les accueillir ». Ok, Cédric, un rappel des faits. Oui, moi, au-delà, je me permets un léger dézoom pour rappeler ce que David aurait sûrement rappelé. Je suis le remplaçant, n'oubliez pas. Dans les prévisions en termes de climat nous envoient à 2050 et nous disent que, grosso modo, d'ici là, si les choses s'aggravent pas, donc c'est vraiment la courbe classique, voilà, de l'évolution des températures, il y aura 50 millions de migrants qui se dirigeront en direction de l'Europe. Voilà. Donc, voilà, si on a du mal à accueillir 800 000, c'est que on n'est pas prêt, on est loin d'être déjà dans une dynamique de c'est ça la réalité de demain. On pourra rien y faire, c'est la réalité de demain. La question que tu poses là, Cédric, elle est bien sûr au cœur de l'événement en tant que tel de l'Aquarius. C'est un événement combien important sur le plan humain, sur le plan de ce que ça représente sur le plan symbolique, mais bien sûr derrière, c'est que fait l'Europe dans sa relation avec les pays africains, quelle politique nous allons mener pour tenter d'enrayer, non pas parce qu'on dit la migration n'est pas possible,
mais parce que ceux qui quittent leur pays ne peuvent plus y vivre en tant que tels. Et que, bien évidemment, l'Europe qui est la plus proche et qui a les moyens de pouvoir les accueillir est le pays d'attraction. Juste un petit... Ça me permet de respirer. Une petite pique. C'est pas la première fois que tu me fais ça, Bernard. Je vais choisir de causer. En plus... Comment ça, une petite pique? Non, juste, ça va titiller un petit peu plus. Une pique qui titille maintenant. Le président de la République a appelé le responsable du gouvernement libyen pour dire qu'il allait l'aider à gérer les réfugiés dans son pays. Ouais. Voilà, ça c'est la petite pique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec pour les pays d'Afrique, en l'occurrence là, on téléphone. Bon, alors attends, il y a quand même quelques rappels des faits. Je trouve ça intéressant déjà de distinguer le terme de réfugié de clandestin. À noter quand même, sauf erreur de ma part, que la France était d'accord pour accueillir certaines des personnes présentes sur l'Aquarius dès lors qu'elles répondaient aux critères d'être réfugiés. Oui, non mais attends, si je peux me permettre là encore... Ah, ça commence déjà. Bah oui. Ça, je peux pas en placer une aujourd'hui, c'est pas possible. Tu viens d'en placer une que je peux pas laisser passer. C'est vrai? Ah bah oui. Toutes les personnes qui étaient sur l'Aquarius, on ne sait pas si ce sont des clandestins ou des réfugiés. Absolument. Donc la France a dit, oui, on va accueillir les réfugiés, mais nous, on n'est pas en mesure de savoir lesquels sont, donc on va vous les filer, vous les trier, et nous, on prend ce qu'on veut. Oui. Je trouve ça un peu violent. Un peu violent, ok, d'accord. Et le mot est faible. En termes de rappel des faits par rapport à ce que l'Europe fait, il y a quand même eu depuis 2015 un programme initié par la Commission européenne qui s'appelle un programme européen de relocalisation qui justement a essayé d'apporter une réponse pour se répartir de manière engagée ceux qui viennent en Europe par différentes routes, et notamment par la Grèce et par l'Italie. Et au 31 mai de cette année, la France était à 25,5% de son objectif, donc qui est clairement pas le bon élève, et l'Espagne à 14,6%. Ok, alors vous me direz, bon, c'était le gouvernement conservateur. Donc je pense que, non, là je suis déjà dans l'analyse, mais le fait de tout d'un coup trouver que l'Espagne, waouh, c'est un superbe pays, il faut prendre un petit peu de recul quand même. Je pense que la patate chaude, elle est valable pour tout le monde. Voilà. C'est là où les choix politiques sont quand même importants. Qu'est-ce qui dicte, okay. Et ce qui, dans l'analyse aussi que tu mets, Philippe, il y a quelque chose qui moi, m'inquiète beaucoup. On voit, par exemple, la vraie mise en danger politique d'Angela Merkel aujourd'hui. Sur cette question-là. Aujourd'hui, toute une droite allemande veut lui faire payer ses choix d'ouverture et d'accueil plus importants que les autres pays ne l'ont fait, d'accueil au cœur de l'Allemagne des migrants de quelque nature que ce soit. Ça, on voit bien que là, il y a une lame de fond sur cette peur, la peur de l'étranger, la peur de l'autre en tant que tel, qui fait que la solution, c'est de créer des barrières, c'est de créer des frontières, c'est de se refermer sur sa propre identité en disant l'autre est un danger et on ne veut pas la. Ok, ce qu'on peut appeler le repli identitaire éventuellement, hein, d'accord, ouais. Donc l'âme du fond, tu parlais des chiffres, il faut savoir que l'Allemagne a quand même relocalisé chez elle. Elle est à 39% de son avec objectif. 10 000 personnes. Ouais. La France est à 5 000. Les objectifs pour l'Allemagne, ils tournent autour de 27-28 000. Donc, il y a du travail aussi chez tout le monde. Et à côté de ça, l'Irlande, qui est le premier des pays de l'Union européenne, a réalisé, c'est affreux de dire ça comme ça, 170% de son objectif. Avec ces chiffres, moi, ce qui me stresse, c'est de ne parler que de chiffres, alors que ce sont des hommes, des femmes et quelques enfants aussi. Oui, beaucoup d'hommes d'ailleurs, mais là je suis peut-être déjà un petit peu polémique. Juste pour rappeler un dernier fait, les bateaux semblent patrouiller juste à la limite des eaux territoriales libyennes, les bateaux, parce qu'il n'y a pas juste l'Aquarius, en fait, c'était intéressant d'avoir le recul tout à l'heure de Marc, à tel point que même les autorités libyennes sont obligées de dire, bon les gars, en gros, vous nous laissez faire notre job, et puis vous reculez un petit peu, quoi. Vous avez lu aussi ces infos-là? C'est quoi votre réaction par rapport au fait que les bateaux viennent quasiment au début du périple en Méditerranée pour récupérer ces personnes qui fuient les conditions désastreuses? Moi, j'ai vu des reportages où on voit les gens qui sont sortis de ces bateaux et qui sont soignés. J'ai vu un reportage filmé depuis un bateau comme l'Aquarius. Je crois que même c'était sur l'Aquarius. Les conditions dans lesquelles ces gens entament la traversée sont
inhumaine. Donc, le fait qu'on aille les chercher... On parle de 40 km à peu près, 20 miles nautiques à peu près. Oui, mais c'est 40 km. On dit que le plus long voyage commence par le premier pas. Ben là, c'est pareil. La traversée abominable, elle commence dès le début. Ok, très bien. Oui, dans ce que tu dis, Philippe, je crois qu'il faut juste rappeler, il y a l'Aquarius et tous les dispositifs mis en place par cette association qui s'est créée face au drame. SOS Méditerranée s'est créé pour répondre à ce drame-là. C'était de dire, on ne peut pas continuer à laisser des personnes venant du continent africain, qui n'ont jamais vu la mer, qui ne connaissent rien à la mer, et qui, devant le désespoir, prennent n'importe quel petit bateau, dont on sait très bien que s'il y a un vent fort et une mer déchaînée, ils ne résisteront pas. Eh bien, il était normal qu'une organisation puisse se mettre en place pour dire on va venir à leur secours, pour tenter de toujours essayer de garder un minimum de dignité. Oui, ça me paraît important. Alors, certains disent, oui, mais s'il n'y avait pas cela, eh bien peut-être que ces réfugiés ne partiraient pas. Ben non, on sait très bien que ça n'est pas le cas. Coûte que coûte, ils sont prêts finalement à risquer leur vie pour avoir un nouvel espoir dans leur existence. Ce que je trouve souvent chez Emmanuel Macron, on peut ne pas toujours apprécier le personnage, mais je le trouve intelligent. Donc du coup, comment vous trouvez sa réaction vis-à-vis de l'Italie, qui a trouvé l'attitude italienne de fermer ses ports, je crois, ignominieuse ? Il me semble que c'était l'adjectif. Vous trouvez que c'est politicien, il a dû réagir parce qu'en fait il avait des contestations internes. Il faut sûrement démêler l'élément de communication politique dans tout ça, peut-être y compris de l'Espagne, sans vouloir désenchanter le bel acte. Mais des fois, quand il y a des gros coups de com' qui se mêlent à tout ça, je préfère regarder plutôt effectivement aux chiffres, vraiment aux actions de fond politiques et sociales menées par des gouvernements et des États, plutôt que de regarder le coup de com' là maintenant sur l'activité brûlante, sur le truc que tout le monde regarde dans 3 semaines. C'est une bonne leçon, je trouve, tout à fait. Bon, voilà, sans vouloir... petite parenthèse. Non, mais je trouve que c'est important, donc prendre du recul, parce que les traitements médiatiques font souvent appel chez nous à tout ce qui est réactif, en fait. Et donc la réaction d'Emmanuel Macron... a été suivi d'une contre-réaction du gouvernement italien, et finalement ils se sont vus. Oui. Ils se sont vus le vendredi. Avec une belle conférence de presse. Oui. Mais on a l'impression que des fois c'est un théâtre, non, vous ne trouvez pas? Oui, c'est quand même incroyable ça. C'est d'une certaine manière un théâtre, mais le jeu politique peut être un théâtre. Je veux dire, c'est pas le jeu politique et l'homme politique et le président de la République a essayé de faire passer un message qui puisse être compris par son opinion publique, parce que ça, il ne faut pas l'enlever non plus. C'est vrai que les propos d'Emmanuel Macron peuvent paraître ô combien et surprenants et d'un orgueil d'une certaine manière, parce que comment mettre une sentence comme ça au gouvernement italien alors que jusqu'à maintenant chacun fermait les yeux. Alors bien évidemment il met ça comme ignominie parce que le non-respect du droit c'est quelque chose qui est inacceptable. Ça on peut l'entendre. En même temps la question elle est quand même posée, c'est si il avait fallu les accueillir, entre autres en Corse, parce que c'est le premier pays, une fois qu'il y a dérogation au droit, eh bien, là aussi, on dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en même temps, on est face à, je le disais tout à l'heure, parce que c'est ça qui, moi, m'impressionne le plus, c'est la question de nos opinions publiques. Et comment, en France, effectivement, finalement, une parole comme celle d'Emmanuel Macron peut satisfaire une majorité de l'opinion publique qui dit enfin un président qui renvoie le fait que nous ne pouvons plus accueillir de migrants chez nous. Alors, on va y venir justement. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on peut avoir la peur de la différence ou la peur de l'autre ou la peur de l'étranger, et du coup qu'on ait une volonté de se fermer. Moi, j'aimerais quand même rappeler que même si l'Italie a pu choquer, je pense qu'avec la Grèce, bien entendu, c'est eux qui se tapent tout le boulot, excusez-moi. Enfin, en tout cas, ils doivent faire face à un accueil en termes numériques déjà important, avec les nombreux défis que ça peut poser. Donc, pour l'instant, ils ont peut-être un petit peu raison de dire qu'ils étaient un petit peu tout seuls à porter cette responsabilité, non ?
C'est géographique. C'est un peu. On est tout à fait d'accord. Il y a des raisons géographiques, mais je trouve ça un petit peu fort de reprocher à l'Italie maintenant de faire preuve de fermeté, alors que ça fait 2, 3, 4, 5 ans, parce qu'en regardant un peu les revues de presse, ça date 2015, le pic de la. Oui, tout à fait. Ouais. Avec les décisions d'Angela Merkel que Marc a rappelé, ouais, tout à fait. Donc l'Italie et la Grèce on fait leur part, non ? C'est évident. C'est évident. C'est évident, on fait leur part pour un premier accueil. Alors le premier accueil, c'est un premier accueil. Il faut que l'Europe... Bon, le premier accueil, c'est intéressant le terme de premier accueil. C'est pas illogique en soi, mais il faut que l'Europe puisse aider justement à ce que ce premier accueil, se passe bien, et que après ce premier accueil, il y ait des dispositions qui permettent d'envisager une vie à venir en tant que telle. Et cette vie à venir, elle ne peut pas se passer en Italie. Et c'était ça les dispositions, c'est qu'il y ait une répartition à travers l'ensemble des pays européens. Là aussi, avec des bagarres numériques. Nous on peut en accueillir 20 000, 30 000, etc., etc. Mais c'est difficile. Il ne faut pas oublier. Moi, je souhaite à chaque fois rappeler ça, que bien sûr l'Europe a joué un rôle important, mais que le premier pays d'accueil, alors là, ça ne sont pas que les Africains, c'est tous les gens du Proche-Orient, ça n'est pas l'Europe, mais c'est la Turquie, plus de 2 millions. Le deuxième, c'est le Liban. Le Liban, plus d'1,5 million sur son sol. De réfugiés aujourd'hui. Là aussi, dans quelles conditions, quelles perspectives de vie pour l'avenir. Mais la situation, et c'est ce que dit le Liban, la première chose, c'est de pouvoir faire en sorte que des hommes et des femmes puissent envisager de continuer à vivre et de ne pas mourir. Et à partir de là, c'est là qu'on accueille, parfois dans des situations ô combien difficiles. Toute la question, c'est quelle politique est menée face à ce drame-là, et comment nos pays sont en capacité, et ils le sont, sans nul doute, sont en capacité de pouvoir accueillir ceux qui ne trouvent plus leur place dans leur pays. Alors, qu'en est-il de la capacité en termes d'opinion publique ? Je peux rebondir avant de... Oui, d'essayer de voir qu'est-ce qui peut nous freiner, vous et moi, enfin a priori plus moi aujourd'hui, même si on a les capacités, on va dire, économiques, ce dont je ne doute pas, qu'est-ce qui peut freiner ? Alors juste avant de parler de l'opinion publique et des freins éventuels, Bernard. Deux réactions à ce que vient de dire... T'es en forme aujourd'hui, je trouve particulièrement. Bernard. Écoute, ça doit être... c'est peut-être l'équipe avec le remplaçant. Non, ça c'est pas gentil pour l'absent. Deux choses. On vient de parler de situation proche de l'Europe. J'ai juste envie d'évoquer aussi la situation des Rohingyas. Ils sont près d'1 million à avoir été déplacés pour des faits politiques, mais sur terrain religieux. Et c'est peut-être une des pistes de notre réticence par rapport à l'accueil de tout le monde. La religion. Là, on est en Birmanie. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Marc a utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée, que tu as d'ailleurs soulignée, c'est celle du premier accueil. Il se trouve que j'ai passé quelques années en Afrique, et lorsque je me rendais dans un village, au fin fond de la Brousse, avant même de savoir pourquoi j'arrivais, avant même, on me faisait asseoir, je saluais les responsables du village, on me faisait asseoir, on m'offrait un verre d'eau, et une fois que j'avais bu mon verre d'eau, on me demandait « Pourquoi es-tu venu ?» Et là, je pouvais dire que j'étais venu pour rendre une visite de courtoisie, voire même déclarer la guerre. Ce que je n'étais pas venu pour faire. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a une façon de faire attention à l'autre qui peut se traduire par ce premier accueil dont vient de parler Marc. Et alors, maintenant, par rapport à ta question, je pense qu'une des choses qui bloque beaucoup dans l'opinion publique face à l'accueil inconditionnel, tel qu'on pourrait le qualifier, c'est sans doute cette peur de cette population dont on présume, à tort ou à raison, qu'elle est avant tout musulmane, et que du coup, avec tout ce qui se passe en Europe, les attentats, le terrorisme, on va se faire envahir, et notre société n'aura plus de lien avec ses racines judéo-chrétiennes. Allez, ça y est, j'ai dit tout d'un coup. Ouais, tu as dit tout d'un coup. Bon, moi j'ai eu pas mal. C'est pas très précis, Philippe, ce que tu dis. J'ai lu quelques informations sur le fait que les réfugiés en Allemagne, au sein des centres d'hébergement, l'islam faisait un peu la loi quand même. Il faisait pas bon être réfugié de chrétien.
Vous avez entendu ces informations? Donc après, je ne veux pas généraliser, mais effectivement, moi, ça fait partie de mes réactions. C'est une partie que je n'arrive personnellement pas à chiffrer, mais qui semble importante vu les origines à l'intérieur même des pays, nord-sud, notamment de toute l'Afrique subsaharienne. On est plutôt sur des généralités sud, souvent un petit peu majorité chrétienne lorsqu'il y en a une, et nord, majorité musulmane. Donc effectivement, ça peut être un des freins. C'est la proportion des personnes accueillies qui sont donc plutôt de confession musulmane, avec du coup tout ce que tu as dit, Bernard, pour la suite. D'autres freins, messieurs, ou vous voulez peut-être prolonger sur cette peur de la différence religieuse, avec le contexte de ces quelques années, Cédric? Moi, peut-être la question de la différence religieuse chez certains, mais il y a aussi cette crainte d'un marché du travail saturé et envahi par des nouvelles personnes, et des nouvelles personnes qui ne trouveront pas de place dans un marché de l'emploi. Je peux comprendre, il y a sûrement des situations concrètes où ça pourrait se traduire, mais c'est quand même une façon assez caricaturale d'approcher cette question, où on imagine qu'il y a un nombre d'emplois fixe, avec il y a 40 places et il peut pas y avoir plus que 40 places. Alors on n'imagine pas que la personne qui arrive crée de la consommation, crée également de la production, et finalement c'est une personne de plus sur un territoire, mais c'est pas une personne de plus qui vient piquer la place d'un autre. Donc après, bien sûr, comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on permet à chacun de trouver sa place, etc. Ça, c'est des questions très concrètes, et voilà, je suis pas du tout un expert là-dessus. Mais moi, pour terminer sur cette question de l'opinion publique, que je trouve parfois assez caricaturale sur ces sujets-là, et très peu documentée, très peu experte finalement, pour finalement arriver à des solutions très dures, je trouve. À des opinions très dures. Deux choses, c'est que j'ai plusieurs amis réfugiés politiques, et s'ils sont là, c'est qu'ils le voulaient pas, quoi. Ils sont loin de leur famille, c'est très difficile pour eux, et pourtant ils se bougent tellement fort, ils sont vraiment super. Donc les exemples concrets que moi j'ai rencontrés, j'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire. Merci pour ce témoignage. Et après, il y a sûrement des exemples, ça se passe mal. Non, mais je trouve ça bien, Cédric, que tu parles de tes exemples concrets, et en plus ça permet de dépasser les chiffres, Bernard, effectivement, et d'avoir des réalités, même si on peut pas en faire peut-être une généralité, mais en tout cas aussi une réalité. Ok, donc merci beaucoup. C'est toute la diversité des situations. Marc. Et le danger, c'est de caricaturer et de généraliser. Comme le dit Cédric, et on le voit, et en Alsace on le voit, pardon. Elle a une voix rauque un petit peu, genre il aurait fait des fêtes ou... De nombreux réfugiés ont été accueillis dans nos communes, dans nos communautés, et trouvent leur place, évoluent de manière remarquable. Il y a de vraies relations qui s'établissent, où on s'enrichit de nos différences, et où ça se passe très bien. Il y a bien évidemment d'autres situations où ça se passe beaucoup moins bien. Tu citais la situation de quelques exemples allemands, mais j'aurais tendance à dire, oui, l'extrémisme, il gagne, et il gagne à partir d'une toute petite minorité de personnes, dès lors qu'il y a désespoir et exaspération. C'est-à-dire que là aussi, c'est au cœur, et on le voit bien à Strasbourg en particulier, dans nos quartiers difficiles, dans nos quartiers défavorisés. L'extrémisme, il se développe parce que la population ne trouve plus sa place au cœur de notre société française, pour des questions d'emploi, pour des questions de reconnaissance culturelle, pour des questions, etc. Et je crois que notre enjeu, c'est ça, c'est comment apprendre intelligemment à vivre ensemble en prenant en compte que nous sommes tous uniques et que nous sommes tous différents. Alors avant qu'on aborde le message biblique sur l'accueil de l'étranger, peut-être une autre crainte qu'il peut y avoir chez nous, chez nos auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent, au-delà peut-être de l'extrémisme, c'est la volonté ou la capacité d'intégration entre des cultures qui peuvent être peut-être très différentes. Partagez-vous dans quelle mesure cette... ma phrase n'est pas tellement français là. Dans quelle mesure vous partagez cette appréhension, soit parce que vous la vivez en partie, soit parce que vous essayez de la comprendre, sur ensuite la difficulté peut-être d'intégration en fonction de l'origine. Ou est-ce que pour vous, le vivre ensemble, c'est facile? Non, mais c'est des vraies questions. T'es raccourci. Ouais, non, là, je suis un peu vache, là. Je suis un peu vache. Cut, okay. Ouais. Non, ils sont un peu cut, quoi. Pas cute. Non, not cute. Mais voilà, pour moi, c'est des vraies questions. Pardon. C'est des vraies questions, il faut y réfléchir, et qu'il y ait des vrais problèmes aujourd'hui, qu'il y ait des vraies difficultés, bien sûr. Mais je pense que historiquement, encore une fois, si on dézoome, c'est facile. Non, mais voilà, c'est des phrases aussi qui sont faciles à dire. On est tous migrants d'une certaine manière. Mais c'est vrai. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un moment donné, il y a eu des
mouvements qui ont fait que notre famille, on arrive là. Et donc oui, il y a des questions à régler, oui, il y a même sûrement des gros problèmes à régler. On parlait des quartiers tout à l'heure, et ouais, certainement qu'il y a des choses à faire, des choses à réfléchir, des choses sur lesquelles avancer. Moi, je dirais juste là-dessus que si ma famille était en danger, moi personnellement, maintenant en plus que j'ai la chance d'être un heureux papa. C'était ta fête il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu un petit dessin pour la petite parenthèse. Sur le mur. Non, c'est private joke. Ouais, non, sur les murs, c'était une autre fois. Et là, j'étais moins content. Ouais. Mais non, si la vie de ma famille était menacée, ben je prendrais mes clics et mes claques et j'aurais le regret de quitter cette Alsace, cette France que j'aime tant. Ben ouais, mais j'aimerais bien qu'on me dise pas c'est pas possible de venir, monsieur, alors que je leur explique que je vais me faire tuer ou que c'est vraiment la super galère et que j'ai été obligé de partir, quoi. Ok. Ouais. Bon, Marc, je crois que j'ai toujours envie de reposer un petit peu la question de ce que nous sommes comme êtres humains. L'altérité, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre, de cet autre qui vit à mes côtés, qui est différent de moi. Ça, c'est l'enjeu essentiel de notre humanité. Comment nous construisons ensemble un vivre ensemble, comme on l'appelle aujourd'hui, mais comment moi j'accepte de vivre avec celui qui est à mes côtés, qui me plaît pas obligatoirement, avec lequel je suis pas obligatoirement d'accord, qui a pas la même culture que moi. Soit je mets une barricade, des frontières, des hauts murs, et je l'ignore. Soit je tente, et c'est pas toujours simple, je tente de lui dire « Mais qui es-tu ? Et acceptes-tu de voir qui je suis ?» Et puis, faisons un barbecue ensemble, on aime bien ça, à éclairage. Et puis, retrouvons-nous et apprenons à nous découvrir, à découvrir ce qui fait notre humanité. L'humanité, c'est l'être humain. C'est l'être humain, qu'il soit de l'autre bout du monde ou à mes côtés. Je crois que cette question-là, elle est clé, elle est fondamentale, mais on va passer à la question de la lecture biblique à travers cela. C'est à 6 minutes. C'est ce que nous rappelle sans cesse la Bible et en particulier l'Évangile, c'est cette attention à cet autre qui, même différent, est humain au même titre que moi. Ok. Moi, avant qu'on passe à la... Bernard. C'est ce qu'a dit Cédric, on est tous des migrants. Moi, je ne suis pas du tout alsacien, à la base. Je viens plutôt du sud de la France. C'est une révélation pour toi. Mince alors, t'es quand même passé le processus de recrutement de l'éclairage. Voilà. Et j'avoue que... Bernard, bienvenue. Ben, c'est gentil, merci. C'est vrai que je suis arrivé dans une culture qui est pas forcément la mienne. À la base, je me suis mis à aimer un certain nombre de produits locaux au niveau culinaire, et d'autres choses d'ici. La liste est longue. Oui, la liste est très longue, y compris en liquide. Et puis je me suis permis de faire découvrir à des amis alsaciens ce qu'était une bonne pissaladière de Nice. Ah, ça donne quelques indices. Mais voilà, c'est là et on vit, j'allais dire, on vit. Non, mais là, il y a le choc culturel est moins fort. Je pense que certains auditeurs sont en train de se dire ça, Bernard. Tout à fait, mais je le dis. Mais il y a des barrières que l'on ne voit pas. C'est vrai qu'elles peuvent être très rapides, même sur des chocs très légers, je suis tout à fait d'accord. Que dit la Bible sur l'accueil de l'étranger ? Est-ce qu'elle dit quelque chose ? Pour terminer cette émission, Cédric. Moi, dans ma lecture, c'est toujours, je préfère commencer par ça, mais dans ma lecture, j'ai la sensation que effectivement la dynamique d'accueil, la dynamique de la main tendue, même de la joue tendue, donc lorsque la main est pas respectée toujours forcément, c'est ce que moi j'y lis. Voilà, donc pour faire simple, ma lecture de la Bible et ce que je comprends de la foi chrétienne, ça m'encourage effectivement à être dans une dynamique d'accueil. Ouais. Et on peut même être, pour aller dans ton sens, à mon avis, on peut même être beaucoup plus factuel, ne serait-ce que dans l'Ancien Testament. La multiplicité des versets qui clairement, notamment Exode 22-20, tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'immigré car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. Ok, donc il y avait vraiment des règles très précises pour faciliter l'intégration. Bon, l'hébreu distingue
distingue plusieurs catégories de réfugiés ou d'étrangers. C'est très intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il y a 4 termes. Donc factuellement, on peut dire que la Bible, clairement, en tout cas dans l'Ancien Testament et évidemment avec Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, est clairement quelqu'un qui ouvre et qui accueille. C'est évident. Hein. Enfin, ça me semble évident, moi aussi. C'est évident. Enfin, Marc, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ce qu'est la révélation de Jésus, Fils de Dieu, dans ce qu'il vient amener comme nouvelle alliance, c'est de dire justement que le message qui est le sien n'est pas le message réservé à un seul peuple, en l'occurrence le peuple juif. C'est un message universel. Et la réalité des premiers disciples, c'est d'aller s'adresser à ceux qui ne sont pas juifs. Tout à fait. C'est de faire en sorte que l'on arrive... Ça fait quelques batailles d'ailleurs. Dans un discours, à partir d'une langue, à faire qu'il soit compréhensible par tous. Parce que cette révélation, c'est de dire « aimez-vous les uns les autres » concerne tous ceux qui sont... humains, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Voilà, je crois que c'est là le message essentiel que nous avons encore aujourd'hui à vivre en relevant ce défi qui n'est jamais simple. C'est comment j'accepte la différence de l'autre. Certains rajouteraient quand même à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Ancien Testament, que, en tout cas dans l'Ancien Testament, s'il y avait bien sûr un accueil très fort, il y avait aussi des règles d'intégration très fortes, et l'Ancien Testament en tout cas obligeait les réfugiés ou les étrangers à se soumettre à la législation et aux coutumes du pays, notamment le fait d'être circoncis. En tout cas, je crois que c'était valable pour le Deutéronome. Après, il y a eu des évolutions au niveau législatif dans l'Ancien Testament. Je retrouve pas tellement ce côté-là peut-être dans le Nouveau Testament, au sens droit et devoir. Certains diraient droit et devoir éventuel. Je crois que c'est d'une certaine manière une rupture, c'est cette nouvelle alliance. Hein. On voit différemment cette manière de pouvoir suivre le chemin qui nous amène à reconnaître dans Dieu ce Père fou d'amour et de miséricorde pour l'ensemble de ses fils et de ses filles. Waouh. Ah non, mais c'est... Ok, d'autres choses sur votre lecture biblique sur l'accueil de l'étranger. En tout cas, moi, ça m'a bien remué, hein, le fait de, objectivement, puisque j'ai clairement été clair, pléonasme peut-être volontaire, sur ma position de départ et instinctive par rapport au sujet. Je crois que c'est honnête aussi à un moment donné de se laisser remettre en question par un retour à la Bible, et même sans ressenti. Hein. Je pense que la Bible elle est très claire par rapport à l'accueil de l'étranger. Juste, Bernard, tu viens de parler de cette interpellation que tu as entendue, que tu as vécue avec nous autour de cette thématique pour éclairage. Tout à fait. Pour moi aussi, même si j'étais dans l'affirmation au début de l'émission de l'amour inconditionnel, où est-ce que je place le curseur dans ma façon d'accueillir celui que je vais croiser tout à l'heure en sortant, peut-être parce qu'il n'est pas coiffé comme moi, parce qu'il n'a pas la même tenue vestimentaire que moi. Vous savez, quand je vois déjà la difficulté que je peux avoir, on a une très bonne relation de voisinage, hein, mais vraiment excellente avec mon épouse. Il y a une maison dans laquelle ça passe moins bien. Ok, et c'est clairement lié à des différences culturelles, de coutumes, de savoir-vivre, etc. Franchement, à un moment donné, les théories, c'est très beau, mais dans la vraie vie, lorsque c'est ton propre voisin qui a des différences telles que du coup, ça vient vraiment complètement bouleverser ton confort habituel, ok, en tout cas le mien, ça me pose vraiment la question de l'intégration. Je sais que je serais très rassuré pour faire un chemin plutôt vers plus d'empathie si j'étais rassuré sur une certaine fermeté en termes d'intégration et de droit, ok, et aussi de devoir. Et là, moi, je suis très sceptique sur un espèce de mélange. Je suis très triste personnellement que les valeurs, je suis judéo-chrétienne, je parle pas d'un pouvoir religieux bien entendu, hein, moi je suis tout à fait pour la séparation de l'Église et de l'État, mais je suis personnellement très attristé par le fait qu'on ne sache plus tellement qui on est au point de... voilà, j'ai vraiment une vraie peur de diffusion, je vous le témoigne. Philippe, il nous reste quasiment plus de temps, tu me titillais en début d'émission sur l'aspect catholique. Ah, c'était une expression personnelle. Non, de langue française. J'ai juste envie de terminer en disant deux choses autour du pape François. Un, son message sans cesse. Il est très clair. Nous ne pouvons pas refuser les migrants qui viennent à nos portes. Deux, et ça avait choqué beaucoup, et ça a choqué beaucoup de chrétiens, eh bien quand il a été recueillir et demander à des réfugiés de venir auprès de lui au Vatican, au Saint-Siège, il s'est 20 musulmans qu'il a pris.
Pas parce qu'ils étaient musulmans, pas parce qu'ils étaient chrétiens, parce que la réalité de l'urgence faisait que c'était eux. Et donc, on a dit, mais c'est pas possible, des musulmans et aucun chrétien. Eh bien oui, cette question-là, elle est pas je suis chrétien ou je suis musulman, je suis homme ou je suis femme. Oh, waouh. Ok, bon, alors du coup, il y aurait... non, vas-y, parce que sinon on est reparti. Sinon, on est reparti. Bon, il y aurait beaucoup de choses, du coup, à dire et peut-être à rebondir sur ce côté distinction religion. Bon, je crois que la prochaine fois, on choisit un sujet foot. Hein. On verra. Il faudra qu'on accueille notre... On fera une petite rétrospective. Tout à fait, dans les prochains temps. Ce que nous avons eu comme sujet fort entre nous à débattre. Bon, un grand merci en tout cas à toute l'équipe et à bientôt pour la prochaine émission Éclairage. À bientôt, Philippe. Au revoir.